Peut-on, doit-on aller contre le modèle de l'habitat pavillonnaire qui reste un désir très vif d'une grande majorité des Français? Bienvenue dans cette nouvelle controverse du Réseau 7. Une controverse du Réseau 7, c'est un sujet, matière à débat, et deux intervenants, un membre du Réseau 7 et un acteur ou un expert extérieur pour discuter de ce sujet, de cette matière à débat. L'habitat pavillonnaire, sans doute l'une des conséquences des politiques successives qui se sont enchaînées depuis les années 60 d'encouragement de l'accession individuelle à la propriété. L'habitat pavillonnaire, c'est une demande. À peu près 87% des Français disent rêver d'une maison individuelle. Et c'est aussi une offre. 55% des logements aujourd'hui dans le pays sont des maisons individuelles. Et c'est aussi une dynamique, environ 40% de l'artificialisation des sols aujourd'hui est due à la construction de maisons individuelles. Alors pour en débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Vidal, directeur général de la SEBA 15, la SEM d'aménagement du bassin d'Aurillac, et Catherine Sabat, déléguée générale de l'IDEAL, Institut des hautes études de l'habitat et de l'action pour le logement, et ancienne journaliste aux Échos. Bonjour à vous deux. Pour amorcer le débat, peut-être, Jean-Noël, pouvons-nous commencer par un regard sur le coût de ces maisons pour ceux qui en sont propriétaires, de l'expérience que l'on peut en avoir dans la région d'Aurillac. Comment est appréciée cette... Si on parle effectivement du coût du propriétaire, par rapport à l'habitat collectif, a priori, le coût de construction et d'aménagement est moins élevé pour la partie propriétaire. L'entretien de cet habitat est souvent assumé et clairement assumé par le propriétaire occupant, et donc du coup on se retrouve avec des logements d'un niveau qualitatif assez maintenu. Ça génère des aménagements des infrastructures à la charge souvent de la collectivité pour équiper ce type de lotissement. Donc un coût individuel plus favorable par rapport au coût de construction de l'habitat collectif? En apparence, parce que en fait, effectivement, le coût de construction de l'habitat individuel est moins élevé que le coût de construction de l'habitat collectif. Et le coût d'accès au logement, c'est aussi le moins élevé pour un ménage. Et c'est pour ça que les ménages quittent notamment le centre des métropoles, parce qu'ils s'éloignent, parce qu'ils ont accès plus facilement à un logement plus éloigné. Et c'est souvent un logement individuel. Mais ensuite, ce logement individuel, justement parce qu'il est éloigné, induit des coûts supplémentaires qui sont par exemple l'obligation d'avoir une ou deux voitures. Donc il faut payer les voitures, il faut payer l'assurance de la voiture. Il arrive qu'il y ait des travaux à faire dans son logement. Du coup, ce coût, il est finalement beaucoup plus lourd qu'envisagé au départ. Imaginons qu'on ne le produise plus, cet habitat pavillonnaire, dans ces périmètres. Qu'est-ce qui se passe pour continuer à produire une offre de logement qui reste nécessaire? On densifie, on fait des opérations de densification en cœur de bourg. Alors le coût pour la collectivité, est-ce qu'il est moindre? Est-ce qu'il est supérieur? Alors, du coup, forcément, je vais parler de mon cas particulier, donc plutôt en zone rurale. Les opérateurs, naturellement, ils vont vers le profit, c'est normal, un opérateur privé. Donc, du coup, en l'occurrence, chez nous, à Aurillac, naturellement, ils vont sur les lotissements privés, grosso modo. C'est l'étalement urbain, le lotissement privé. Et dès que c'est se complexifie en centre-bourg, en centre-ville, donc avec des problèmes de mitoyenneté, d'accessibilité, de dépollution, de reconstruction, là, il n'y a plus personne. Donc du coup, effectivement, on a une vraie problématique dans nos villes moyennes françaises, c'est la paupérisation des centres-bourgs, des centres-villes, et au détriment des lotissements qui ont fleuri partout en périphérie de nos territoires. Deux exemples sur Aurillac, sur l'agglomération, enfin ça vaut pour l'ensemble des bourgs et des centres-villes, de villes moyennes comme les nôtres, on a une paupérisation grandissante de ces centres-villes, avec des politiques d'aménagement et de construction et d'usage des années 70-80, avec beaucoup de logements sociaux, etc. Donc une paupérisation de ces centres-villes, et avec un étalement urbain naturel derrière pour les classes moyennes. Et donc du coup, effectivement, il n'y a pas eu d'investissement pendant des décennies sur ces centres-villes, centres-bourgs, et avec des problématiques maintenant d'habitabilité qui ne sont plus, enfin grosso modo, on ne peut pas habiter une lanière sans lumière et dans une ruelle, une venelle peu éclairée. Donc du coup, ça nécessite effectivement une intervention lourde sur le cœur d'îlot, avec souvent du curtage d'îlot, de la dépollution, des amiantages, etc. Et donc du coup, un coût d'aménagement qui est considérable, et que là, évidemment, on ne retrouve que la puissance publique pour opérer.
Et donc naturellement, les opérateurs privés vont au plus naturel et au plus facile, c'est-à-dire vont équiper les zones en périphérie. La grande différence quand même entre l'habitat collectif et l'habitat pavillonnaire, c'est qu'il y a un côté où on mutualise des coûts et l'autre pas. Et donc on pourrait aller en caricaturant, mais après tout ça se passe dans certains pays, jusqu'à finalement un encouragement à l'autonomisation, jusqu'à la caricature des survivalistes qui disent moi je vis dans mon précaré. Et je pense qu'en termes de cohésion sociale, et c'est pour ça qu'on va venir à la mixité sociale après, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, sur la mixité, il n'y a qu'à regarder les quartiers pavillonnaires. Alors, il y en a qui sont dans les quartiers, dans les faubourgs ou dans les banlieues très riches de grandes métropoles ou de villes moyennes, et qui sont d'une harmonie sociale extrêmement forte, d'un côté comme de l'autre. Il y a des quartiers riches et des quartiers pauvres. Comment est-ce qu'ils sont organisés aujourd'hui, ces quartiers? On a l'impression qu'il y a une homogénéité sociale qui manque de mixité, justement. C'est-à-dire que l'homogénéité sociale n'est pas vue là comme un avantage, mais plutôt comme un inconvénient, contrairement à ce qui se passe dans les quartiers, notamment depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui oblige, dans chaque opération immobilière, et dans chaque ville, et maintenant dans chaque quartier, à faire une partie de logement social quand on produit du logement privé pour s'assurer que tout le monde puisse plus ou moins vivre ensemble. Ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des tas de villes qui ne respectent pas cette loi, mais néanmoins, il y a un effort de la collectivité dans ce sens qui me paraît plus difficile à atteindre dans les quartiers pavillonnaires. C'est le cas, nous, à Aurillac, effectivement, où on est aménageur de lotissement en ZAC ou en procédure de lotissement classique. Et effectivement, la collectivité nous impose avec ce cahier des charges, de respecter la loi SRU, même d'aller au-delà des ratios et des obligations en la matière. Et donc du coup, on fait un couple bailleur social, aménageur privé, pour réaliser la vie de ce quartier et de ses équipements. Quid du destin de ces zones pavillonnaires et en quoi est-ce qu'elles peuvent se recycler, jouer un autre rôle que celui qui a été dévolu initialement? Alors déjà, est-ce qu'elles peuvent se recycler en zone pavillonnaire? C'est-à-dire qu'un quartier d'habitat pavillonnaire, est-ce qu'il va rester un quartier d'habitat pavillonnaire quand ses habitants auront changé? Quand les premiers propriétaires qui avaient acheté des maisons neuves, pour ce qui est d'un quartier nouvellement développé, seront partis, seront morts, auront laissé la place à une autre génération. Ça pose la question de la localisation, puisque d'abord, est-ce qu'on est trop loin ou pas? Est-ce que finalement, les générations d'aujourd'hui ont envie ou vont supporter cette dépendance à la voiture? Et puis ça pose la question de la qualité du bâti qui a été construit. C'est-à-dire, est-ce que ces pavillons, au bout de 40 ans, ils sont transformables, agrandissables, recyclables à nouveau pour être habités? C'est pas si sûr que ça. Après, effectivement, on comprend tout à fait le débat, mais on est sur de la propriété individuelle, et souvent elle est mieux entretenue que l'usage collectif, ou la copropriété, qui peut être tout à fait défaillante en termes d'entretien du collectif. Il y a aussi la possibilité de densifier, c'est-à-dire qu'on peut couper une parcelle en 2, en 3, et donc du coup, effectivement, à travailler sur cette mutabilité qui est désirée, qui est attendue. Alors ça, moi je trouve que c'est très intéressant et c'est un débat qui est très actuel, le BIMBY, Build in my backyard. Donc je coupe mon terrain en 2, je le vends et il y a une autre maison qui se construit à côté. Ça a beaucoup d'avantages, ça permet de financer les travaux d'isolation thermique ou de renouvellement. Ça permet d'avoir un revenu supplémentaire pour des propriétaires qui vieillissent et qui s'appauvrissent. Et ça permet d'accueillir des nouveaux habitants. Mais c'est compliqué à faire parce qu'à chaque fois, c'est une décision individuelle et ce n'est pas un aménageur qui va décider que sur ce périmètre-là, toutes les parcelles vont être divisées par 2. Évidemment que c'est de la propriété privée et donc il faut des décisions du propriétaire. Et puis, l'autre difficulté, c'est finalement qui est-ce qui va financer les équipements supplémentaires si le quartier devait être densifié. Pareil, caricatural, imaginons que le quartier accueille 2 fois plus d'habitants parce que toutes les parcelles auront été divisées par 2. Eh bien, est-ce qu'il faut des écoles supplémentaires? Où est-ce qu'on se gare? Et quid aussi des documents d'urbanisme qui bien souvent imposent
par exemple, des places de stationnement pour chaque logement, impose un local à vélo pour chaque logement, un local poubelle pour chaque logement. Et du coup, il faut réaménager tout ça, d'où l'intérêt d'avoir un aménageur. Comme vous le savez, les PLU sont de plus en plus souples là-dessus, quoi. Effectivement, ça dépend où, ça dépend où. On le fait quand même généralement. Maintenant, il est en fonction des besoins et non plus des ratios au mètre carré d'usage. Donc, du coup, effectivement, on va sur cette tendance de densification et les PLU qui mutent vont évidemment appuyer cette tendance. Alors quelques chiffres sur cette densification. Il est certain que le pavillonnaire joue déjà ce rôle de densification. Moi, j'ai une étude que nous avons menée à la CET dans un secteur en Haute-Savoie, secteur tendu du reste, où sur une centaine de permis de démolir analysés, on observe une construction de 15 logements par logement démoli. Donc c'est une densification très très importante. Et, oui, c'est même plus de la densification douce, là, c'est du bulldozer en fait. C'est un rôle joué par le pavillonnaire dans la densification et la construction de logements. Le pavillonnaire constitue une sorte de réserve finalement de densification. Oui, mais la question qui se pose et qui rejoint le début de notre débat, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller contre ce modèle? Si on démolit des maisons pour construire des collectifs, c'est de la densification d'un quartier pavillonnaire, mais qui mute, qui n'est plus un quartier pavillonnaire à la fin. Ça. On voit petit à petit poindre la question du modèle architectural et urbain, finalement, évoquant la mutation de ces zones pavillonnaires, ou en collectif, ou en pavillonnaire, en restant dans une traduction bâtie pavillonnaire. Finalement, ça peut être un peu le compromis de sortie de cette controverse qui pourrait être de s'orienter vers un modèle, vers une évolution du modèle de cet habitat pavillonnaire. On parlait de localisation, on parlait de qualité des sols, on parle également de qualité du bâti, parce que la qualité du bâti aussi, c'est là où on pêche. Franchement, beaucoup de territoires sont peu exemplaires en la matière, où on fait de la standardisation de pavillonnaire, alors qu'on a quand même des marques, chaque territoire a sa propre marque, son identité patrimoniale, architecturale qui est marquée. Je prends toujours l'exemple des Bretons qui ont souvent fait des lotissements qui étaient une copie conforme, pas copie conforme, mais qui étaient inspirés de l'habitat traditionnel à breton. Donc du coup, il y a un effort à faire sur la qualité de ces logements, sur leur densité, sur leur localisation et évidemment correspondent aux attentes énergétiques et de consommation énergétique actuelles. Il y a aussi cet appétit pour les jardins. Et il faut faire attention, en densifiant, de ne pas finalement artificialiser ces espaces qui sont des espaces de biodiversité, même si c'est de la biodiversité très très bien manucurée. C'est pas des forêts sauvages, mais quand même. Aujourd'hui, c'est quand même cette question qu'on va se poser. La place où le sol, il n'y en a plus assez. Il y a aussi des endroits où on ne pourra plus construire, pas à cause du ZAN, mais tout simplement parce qu'il va y avoir des inondations de plus en plus fréquentes, que le trait de côte va reculer, que les sols argileux vont rendre les murs complètement lézardés et on ne pourra plus construire dessus. Donc je ne dis pas que l'habitat collectif est plus sûr, mais en tout cas, il faut réfléchir aussi en termes de densification à où exactement on construit. L'aménagement est quand même une pratique française de longue date et de qualité qui doit être préservée, qui doit être assumée par les collectivités, endossée par les aménageurs et qu'on doit faire très attention à garder cette pratique urbaine et en évitant finalement de tout confier à des acteurs privés qui ont leur logique, mais qui n'est pas forcément une logique d'intérêt général. Tout à fait. Donc il faut qu'on passe du tout quantitatif à du mieux qualitatif, en quelque sorte, sur la nécessité qui s'impose à nous désormais. Un grand merci à vous deux. Merci. Merci Catherine Sabat, Jean-Noël Vidal, de cette controverse, en espérant qu'elle a pu faire progresser tout un chacun sur sa compréhension de cet enjeu de l'habitat pavillonnaire. À bientôt pour une nouvelle controverse du Réseau 7.